de drogue reçoivent de plus en plus de demandes de participation à des recueils de données d'ordre très différents. Alors la plupart d'entre vous connaissent certainement déjà et sont au courant des évolutions prochaines du questionnaire TDI ou également des discussions en cours en vue de l'année prochaine par rapport à la mise en place d'un nouveau rapport d'activité, en tout cas pour les services COCOF. Alors on ne va pas rentrer sur ces questions-là maintenant nous, mais on a choisi d'inviter 3 spécialistes afin que depuis leur projet propre et actuel, parfois encore méconnu pour certains d'entre eux, on puisse aborder ensemble et avec eux voilà, différentes visées que peuvent avoir ces recueils de données. Et nous allons commencer avec une présentation de Michael Hogg de l'Observatoire Eurotox. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, on m'a demandé de vous parler de notre travail à Eurotox. Alors j'ai 10 minutes, grosso modo, pour vous convaincre que ce que l'on fait à Eurotox est nécessaire et adéquat et répond à des besoins que vous avez, vous, institutions de terrain ou travailleurs de terrain, dans la mise en place de vos projets. Alors je suis désolé, ça va peut être aussi une valorisation et une visibilisation de notre travail. Je pense que c'était pensé comme ça aussi, et donc je veux passer en revue un petit peu l'ensemble de nos mandats et de notre travail, afin de vous illustrer en quoi il peut être utile dans vos activités. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nos mandats Eurotox, sur en tout cas la partie bruxelloise, ils s'articulent autour d'un mandat de service support drogue de la COCOF, et donc depuis 2016 avec la réorganisation de la promotion de la santé et de la prévention, la régionalisation de ses compétences, on bénéficie d'un agrément en tant que service support drogue. Et puis on a des missions en tant que point focal pour l'Agence européenne des drogues. Alors vous savez, c'est l'ancien IMCDDA et UDA désormais. Alors c'est un mandat qu'on mobilise avec d'autres partenaires, Sciensano et le VAD, pour faire en sorte que toute une série d'indicateurs et d'informations plus descriptives, qualitatives, remontent à l'agence pour un peu documenter l'évolution des pratiques de consommation, les conséquences sur la santé. Et c'est la base première des productions de l'Observatoire que ces inputs. Alors ces mandats, ils permettent de mettre en place un monitoring socio-épidémiologique des comportements d'usage, des marchés et des conséquences sur la santé. Alors, depuis quelques années, à la mesure d'autres organismes similaires, on a étendu le monitoring aux usages sans produit. Donc, on s'intéresse aux drogues légales et illégales, mais aussi aux conduites addictives sans produit. Et on essaye de rassembler toute une série d'informations pour documenter l'état des lieux, des pratiques et leurs conséquences sur la santé. Alors une particularité, c'est que comme on est financé dans le champ de la promotion de la santé, nous ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de souligner la complexité. On a beaucoup parlé de complexité ce matin. La complexité des usages, leur caractère multidéterminé pour essayer d'apporter de la nuance par rapport à tous ces phénomènes qui sont souvent dans le grand public et a fortiori dans le chef des politiques, souvent assez déterminés par des visions très stéréotypées qui sont très loin de la complexité que vous rencontrez dans vos quotidiens. Alors, autre élément important aussi, c'est que ce monitoring, il est complété par tout un monitoring sociologique, législatif, qui permet de documenter aussi les cadres organisationnels, les cadres législatifs et les cadres, les évolutions sociologiques dans lesquelles tous ces comportements s'inscrivent. Et donc, tout ce monitoring plus épidémiologique, on le fait d'ailleurs, on essaye de le contextualiser avec tous ces éléments, tous ces déterminants plus environnementaux des comportements d'usage et des conséquences sur la santé. Alors il y a un volet de recherche aussi, parce que c'est vrai qu'à Eurotox, on centralise beaucoup d'informations collectées par des tiers, des organismes variés, comme on va le voir sur la slide suivante, mais on déploie aussi de la recherche à travers des enquêtes ou des monitorings plus spécifiques que l'on met en place depuis plusieurs années. Alors, les sources de données, elles sont variées et on procède vraiment par triangulation, puisque, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, il faut les nuancer
et on n'a pas de mesures précises, comme on peut le faire en médecine, pour identifier la présence ou l'absence d'une maladie. On n'a pas des mesures, des indicateurs des biométriques précis des comportements d'usage et des conséquences sur la santé. Alors on le fait par triangulation, à travers toute une série de sources de données que je ne vais pas forcément passer en revue, mais qui sont très multiples et qui sont très utiles pour documenter tout ça. Alors je le dis souvent, hein, c'est quand même manipuler des pièces de puzzle pour lequel beaucoup de pièces sont manquantes, certaines pièces sont élimées, effacées, et pour lequel on n'a pas le modèle. Donc c'est vraiment ça, l'épidémiologie de l'usage de drogue, c'est essayer de rassembler toute une série d'indicateurs et essayer de leur donner du sens à travers leur complexité et la multiplicité des pratiques qui les sous-tendent. Alors, nos publics cibles, ils sont également variés. Alors c'est vrai qu'on est service support drogue COCOF et donc on travaille avant tout au service des institutions de terrain, de promotion de la santé, mais aussi du secteur ASU-études dans son ensemble. On essaye de documenter vraiment, de produire une connaissance qui soit utile et utilisable pour les professionnels de santé. Maintenant, on a d'autres publics cibles, hein. On essaye bien entendu aussi de fournir une information aux professionnels en dehors du secteur, parce que je pense que c'est vraiment là les enjeux, c'est de créer davantage de ponts entre les différents secteurs qui sont connectés au nôtre, secteur de la santé mentale, secteur social, secteur santé générale, hein, première ligne. Là, il y a vraiment beaucoup d'enjeux par rapport à notre travail, votre travail, pouvoir davantage s'appuyer sur ces secteurs pour créer davantage de ponts, de flux et de leviers dans les trajectoires des différentes personnes que vous rencontrez au quotidien. Alors on a aussi bien entendu toutes ces missions européennes, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais ça se concrétise aussi par toute une série de tâches bien spécifiques. Et puis on a aussi la volonté de mettre à disposition cette information pour les politiques. Alors on sait que toucher le politique, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. On envoie des rapports qui sont pas forcément lus, quand ils sont lus, c'est très succinctement, de manière très superficielle, ils sont classés. Donc ce travail à destination des politiques, il se fait aussi à travers d'autres stratégies, notamment les stratégies d'être mobilisés dans des groupes de travail qui portent des plaidoyers, dans le travail qu'on peut faire avec les médias aussi, pour déstigmatiser les usages et apporter un peu de nuance par rapport à cette thématique qui est relativement caricaturée encore trop souvent dans les médias. Et ça se concrétise sous ce travail de monitoring par la production de contenu. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de ces tableaux de bord, hein. Donc, c'est des gros documents qui sont très indigestes, qui nous prennent du temps à être produits et qui essayent de condenser vraiment tout le volet socio-législatif et tout le volet épidémiologique et essayent d'apporter un éclairage sur toutes ces informations. Or, depuis quelques années maintenant, on a évolué vers la production de bulletins socio-épidémiologiques sur des thématiques précises. Alors, on en a produit un sur le cannabis, sur l'état des lieux des consommations à l'échelle des jeunes et des mesures de prévention qui sont mises en place ici en Belgique francophone et de ce qui pourrait être mis en place sur base de ce qui est évalué comme étant efficace en matière de prévention. On en a sur le volet socio-législatif, on en a en chantier sur l'alcool, il y en a sur le TDI, il y en a sur les médicaments psychotropes qui est en chantier également. Sur les inégalités sociales de santé, pour remettre un petit peu à l'avant-scène aussi l'importance des déterminants et des inégalités qui sont à l'œuvre malheureusement dans notre société en matière d'usage de substances et de conséquences sur la santé. Et toutes ces productions, on essaye aussi désormais de les faire évoluer dans des formats un peu plus digestes. On a pu engager une chargée de communication qui va nous aider à mettre en place aussi des versions plus synthétiques de ces différents documents pour les rendre plus accessibles et plus faciles à être manipulés. Parce qu'on sait que c'est un peu ça une des grandes leçons aussi de toute cette matinée, de toutes ces évolutions sociales et sociétales, c'est que vous êtes le nez dans le guidon.
Vous êtes pris par des demandes de plus en plus nombreuses, de plus en plus complexes, et vous avez peut-être aussi moins de temps pour vous documenter, pour prendre le temps de vous poser par rapport à tous les différents outils qui peuvent être mis à votre disposition pour apporter un éclairage sur vos pratiques. On produit aussi des articles. Bon, des articles qui sont variés, qui sont soit autoproduits, soit qui sont des demandes. On nous demande, on nous sollicite pour écrire un article sur une thématique précise et on le fait bien volontiers. Des articles que vous pouvez retrouver bien entendu sur notre site internet. On en a un sur le protoxyde d'azote qui est en chantier. On en a un sur les usages et les interventions en milieu festif, qui est un peu une réponse aussi à ce qu'a pu dire Georges-Louis Boucher par rapport à ce qui est fait en matière de prévention et de réduction des risques en milieu festif. On en a sur la stigmatisation aussi. On sait à quel point les discours politiques, le faisceau médiatique a tendance à davantage encore que par le passé stigmatiser les usagers. C'est pas propre à notre secteur. En tout cas, les personnes vulnérables sont de plus en plus stigmatisées. Donc on essaye aussi d'apporter des éclairages par rapport à ça. Et on a sur les usages de médicaments aussi à des fins de stimulation cognitive, qui est une pratique aussi assez répandue dans les milieux étudiants. Grosso modo, un étudiant sur 10 a déjà consommé du méthylphénidate ou du modafinil de manière à améliorer, en tout cas en visant à améliorer ses performances dans le cadre de ses études. Et puis on a des outils pratiques, des fiches pratiques, des documents qui essaient de visibiliser les bonnes pratiques. Alors c'est pas toujours des bonnes pratiques evidence-based, et ça on le dit bien en introduction de ces documents, parce que dans le champ où on travaille, tout n'est pas forcément mesurable, et quand bien même on le mesurerait, on n'a pas les comportements étant tellement multidéterminés, et surtout les moyens que l'on met en place pour limiter, par exemple, les risques liés à l'usage, pour améliorer les trajectoires de soins, sont tellement facilement détricotés par des petits changements au niveau de d'autres vulnérabilités. On essaye vraiment de ne pas s'appuyer que sur ce qui est evidence-based, mais aussi sur ce qui est reconnu par les professionnels de terrain comme étant adéquat sur le terrain. Alors tous ces documents, ils ont vraiment l'ambition... Ça va le temps? Je suis à combien? 2 minutes. Je m'emballe un peu. Ces documents visent vraiment à aussi essayer de toucher un secteur autre que le vôtre, parce que les pratiques, vous les connaissez. Mais comme je l'ai dit, il y a vraiment des enjeux par rapport à tous les professionnels social santé qui sont en contact avec des usagers et qui ne sont pas toujours bien outillés conceptuellement déjà, et au niveau des différentes pratiques, la façon d'aborder cette question-là avec les usagers. Donc on a vraiment cette ambition de mettre à disposition des outils pour ces publics également. Et tout ça se fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, en collaboration. On ne travaille pas que nous seuls dans notre tour d'ivoire, d'observatoire, comme c'est parfois un peu perçu. On est connecté au terrain à travers des groupes de travail, des réunions et des connexions avec des professionnels que vous êtes. On a aussi, et ça c'est pas c'est pas visibilisé parce que ça n'aboutit pas forcément en output, un document, mais on a aussi beaucoup de demandes externes qui nous sont adressées parce qu'on a un service de support, un service de soutien. Donc on essaye de soutenir aussi les demandeurs, quels qu'ils soient, dans la mise en place de leurs projets ou de leurs besoins de données spécifiques ou dans leurs besoins de recherche documentaire sur une question pratique spécifique. Parfois des relectures de documents également. Donc on a toute une série de demandes qu'on essaye d'honorer autant que possible, et on les honore pour la plupart. Peut-être un peu moins les demandes journalistiques qui sont quand même très nombreuses et qui mobilisent quand même pas mal de temps également. On a des interventions aussi. Ça, je pense que c'est important de rappeler à quel point c'est important d'intervenir à destination de professionnels autres que vous. C'est pour ça qu'on essaie de répondre autant que possible aux demandes externes, et souvent c'est des demandes qui proviennent
professionnels de santé, médecins généralistes. Et donc là aussi, on essaye de rendre disponible, et c'est plus facile que de lire un document, toute une série d'informations comme ça très condensées pour essayer d'apporter un peu d'éclairage par rapport à toutes ces thématiques. Alors, cela étant dit, il y a bien entendu dans notre travail pas mal de zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas documentées, qui ne sont pas quantifiables, d'où l'importance vraiment de pouvoir se reposer au mieux sur ce que vous identifiez aussi dans votre activité. On vous incite, on vous invite vraiment à vous connecter à notre travail et notamment à s'appuyer sur des outils qu'on met en place pour essayer de faire remonter des constats, des évolutions sur les pratiques et notamment sur l'identification des tendances émergentes, parce qu'on sait que les pratiques de consommation sont en évolution et que pour avoir des réponses adéquates et rapides avant que les choses ne s'enflamment, il est important d'identifier, de pouvoir voir si les phénomènes sont vraiment en voie de généralisation ou pas. Et donc on a des outils à ce propos aussi. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Et si vous êtes intéressé par notre travail, sachez qu'on a une intervention ici très prochainement à Bruxelles où on va parler un petit peu de notre travail de monitoring, où on va vraiment essayer de vous informer sur les tendances de consommation, les conséquences sur la santé, tout ce que j'ai déjà pu parler au cours de cette brève illustration de notre travail au quotidien. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Donc, comme Stéphane a dit, je m'appelle Shona Kozrov et je travaille chez l'unité drogue de Cinsano. On a récemment changé notre nom. Avant, c'était drogue illégale. Maintenant, puisqu'on couvre aussi l'alcool et les autres substances et les autres comportements, on a changé le nom pour refléter ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu notre travail actuel, ce qu'on fait dans la collecte de données. C'est pour avoir une vision globale sur l'échelle de la population belge, le phénomène des drogues en Belgique. Mais comme Stéphane l'a dit, je vais me focaliser sur la prospective, c'est-à-dire la recherche qui essaye d'aller plutôt vers l'avenir. C'est un aspect qu'on essaye de développer maintenant, donc je vais expliquer un peu tout ça. Juste avant de commencer, pour contextualiser un peu, Michael l'a déjà dit, mais nous on travaille dans un réseau européen, c'est-à-dire le réseau Reitox, où l'unité drogue de Cinsano fait le point focal national, mais on travaille en collaboration avec les deux points focaux régionaux, c'est-à-dire Eurotox et VAD pour la Flandre. Et cette collaboration a pour objectif d'avoir une vision globale du phénomène des drogues en Belgique dans les différentes échelles, c'est-à-dire le local, régional, national, mais aussi international. Et l'objectif du réseau, c'est, comme Michael l'a dit, d'essayer de soutenir les politiques et les actions dans le phénomène des drogues en Belgique. Tout ça pour dire que on ne travaille pas seul. Notre collecte de données, on se base beaucoup sur des collaborations avec différentes institutions pour avoir cette collecte de données que vous voyez ici, où on essaye d'avoir cette vision globale du phénomène des drogues. Donc, par exemple, on couvre des données relatives aux politiques de drogue, au cadre juridique, à la prévalence, à la consommation de drogue, mais aussi au niveau du marché, de la criminalité. On essaye de regarder aussi les méfaits, les incidents, et puis évidemment les mesures sociales, par exemple la prévention, le traitement, les bonnes pratiques, et aussi de la collecte des données en prison. Je voulais dire qu'ici, on a des données quantitatives, mais aussi on essaie d'avoir des données plus qualitatives pour donner du contexte au quantitatif. Et comme l'a dit déjà Michael aussi, pour renforcer la fiabilité des données, on essaye d'aller vers une triangulation des différents types de données. Ici, je vais me concentrer un peu sur le fait qu'on est très conscient que
non, pas impossible, mais on n'a pas une vision globale. Comme Michael l'a dit, il y a toujours des lacunes dans la collecte de données, donc on essaie toujours d'améliorer ça. Et là, notre unité, on essaie de se concentrer plutôt sur des méthodes participatives pour comprendre vraiment quels sont les besoins dans la collecte de données et comment on peut répondre à ces besoins. Donc, par exemple, on a fait une étude de faisabilité par rapport à un réseau sur les incidents liés aux drogues, mais aussi on explore, comme je vais le présenter, la recherche prospective comme, disons, outil pour améliorer cette collecte de données. Stéphane l'a aussi dit, dans la collecte de données, pour améliorer ça, il y a aussi le protocole DDI qui va changer dans les prochaines années pour essayer d'améliorer notre collecte et notre vision du phénomène dans le cadre du traitement. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous nos résultats, donc je vous invite, si vous voulez, on a fait un webinaire il y a 2 semaines. C'était une collaboration entre les 3 points focaux, c'est-à-dire Ciensano, VAD et Eurotox, où on est allé très en détail sur les résultats qu'on a dans nos collectes de données et sur la thématique de la diversité croissante des types de substances sur le marché, mais aussi les conséquences, les modes de consommation et la polyconsommation, etc. Michael a fait partie de ce webinaire. Donc, vous pouvez voir, si vous scannez le QR code, il y a l'enregistrement qui sera disponible pendant 2 semaines encore, donc jusqu'au 13 décembre. Alors, maintenant, je vais aller plutôt vers la prospective. Alors, en premier, qu'est-ce que c'est la prospective, la recherche prospective? Alors, en fait, c'est une méthodologie, c'est une approche qui essaye de comprendre ce phénomène ou un phénomène, mais puis d'aller plus loin vers l'avenir. C'est-à-dire, on va commencer par recueillir des informations, des connaissances, mais puis essayer d'envisager non un futur possible, mais plusieurs futurs possibles. Parce qu'en faisant ça, on peut essayer de tester et réviser et être sûr que nos politiques et nos actions qu'on met en place maintenant sont durables et utiles dans le futur. J'insiste un peu sur les futurs possibles, parce que dans la prospective, l'objectif, ce n'est pas essayer de faire une prédiction du futur. Genre, un exercice de prospective, ce n'est pas bon si on arrive à avoir une prédiction qui est bonne du futur. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir plutôt une pensée stratégique, une pensée vers l'avenir, essayer de non seulement répondre aux questions qu'on a maintenant, mais essayer de penser, OK, quelles sont les conséquences pour le futur et arriver à une gouvernance plus anticipative. Aussi, je voulais dire que ce n'est pas les résultats qui sont le plus importants. Souvent, avec la prospective, c'est le processus lui-même qui est le plus intéressant, c'est-à-dire d'avoir des conversations entre des personnes qui ont des valeurs très différentes, des connaissances très différentes, pour pouvoir avoir cette vision plus globale d'un phénomène et pour pouvoir passer à une action qui soit durable. Ici, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps ici, mais c'est juste pour montrer que pour faire un exercice ou un processus de prospective qui est le plus utile, l'idée c'est de passer en cycle. Genre, on commence par la collecte d'informations, par la collecte de signaux faibles, des tendances émergentes, puis on va analyser toutes ces informations pour pouvoir arriver à une stratégie, mais le plus important, c'est d'adapter les plans et s'il y a des nouvelles tendances qui émergent ou des nouvelles informations, de réviser et de refaire tout l'exercice. Ici, je dirais que c'est l'idéal dans un processus de prospective et c'est à ça que nous, à Ciensano, on essaye de travailler pour arriver à ce processus de prospective.
La chose, je dirais, la plus importante de la prospective, c'est d'avoir cette vision globale. C'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur les méthodologies participatives, et non seulement avec les personnes qui travaillent dans le phénomène des drogues, mais aussi avec les personnes qui travaillent dans des secteurs très différents, genre le climat, l'économie, la technologie. Parce que l'idée, c'est d'essayer de penser à toutes ces tendances dans le monde plus élargi et de voir comment ça peut changer notre travail ou changer le phénomène dans lequel on travaille, nous. Donc, c'est ici le cadre des steps. C'est très utilisé en prospective d'essayer d'avoir cette vision et de ne pas oublier un élément qui pourrait être très important. Ici, c'est juste quelques résultats de nos projets anciens dans la prospective, et c'est pour montrer cette vision où on essaye d'avoir cette vision plus globale et d'identifier ces tendances très, très grandes, comme le changement climatique, les innovations technologiques, mais quand on fait un vrai processus de prospective, on veut ajouter à ça les tendances émergentes et les signaux qu'on voit sur le terrain aussi, dans les modes de consommation, les différents comportements qu'on peut voir, par exemple, avec les innovations technologiques. Y a-t-il des addictions ou des comportements différents qui arrivent, etc. etc. Donc tout ça, ce n'est pas juste nous qui le faisons. On travaille beaucoup avec l'Agence européenne des drogues, c'est-à-dire l'EUDA. Eux, ils font beaucoup de travail sur la prospective. C'était une des priorités stratégiques dans l'ancienne stratégie européenne en matière de drogue. Ils ont publié pas mal de choses sur le sujet. Par exemple, ils ont publié ces 3 scénarios pour 2040, où on va avoir un scénario qui est très optimiste, l'harmonie de l'Union européenne, jusqu'au scénario à droite qui est très pessimiste. Et l'idée avec ces scénarios, comme j'ai dit, ce n'est pas de prédire le futur, de dire OK, en 2040 on sera dans l'harmonie de l'UE, c'est d'essayer de penser OK, si on veut arriver à l'harmonie de l'UE, quelles actions devons-nous mettre en place maintenant pour y arriver. J'ai aussi mentionné ici le projet DrugPap. C'était le premier projet qu'on a fait dans notre unité dans la prospective. On a travaillé avec d'autres pays membres, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Irlande, Portugal et la Tchéquie, pour essayer de mettre en place cette recherche prospective. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amine. Je réalise actuellement mon doctorat sur une partie du projet Homer. Premièrement, je voulais m'excuser pour mon français qui n'est pas excellent, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Il s'agit d'un projet qui vise à introduire et à évaluer l'utilisation des indicateurs rapportés par les patients. Les indicateurs qu'on appelle les PROM et les PREM, je vais vous expliquer plus tard. Et on a essayé d'introduire ces indicateurs dans les services de traitement pour les personnes ayant des problèmes de consommation en Belgique. Donc cette étude est en collaboration avec l'Université de Bruxelles et Sciences et un expert conseiller, le professeur Ben van den Brink, qui a été impliqué dans le développement de l'outil qu'on a utilisé dans notre recherche. Donc l'objectif de notre recherche, premièrement, implémenter un outil informatique de suivi systématique des PROM et des PREM dans les services de traitement de l'addiction. Donc les PROM, ce qu'on appelle Patient Reported Outcome Measures, fournissent des informations sur les résultats des traitements reçus, comme la qualité de vie, informations sur les symptômes, le fonctionnement physique et mental.
et les PREM, Patient Reported Experience Measure, qui mesure les expériences de soins de santé rapportées par les patients ou les clients et fournissent une évaluation directe des aspects pratiques des soins, comme l'accessibilité, la coordination, la continuité des soins et la communication entre les soignants et les clients. Deuxièmement, notre objectif était de mesurer l'évolution des indicateurs de rétablissement pendant et après le traitement. Et troisièmement, on a essayé d'évaluer comment ce outil pourrait être intégré dans des systèmes d'enregistrement tels que le TDI et dans les services existants. Nous avons mené une étude multicentrique, naturaliste et longitudinale dans 8 services spécialisés. Et au final, on a inclus 189 adultes et ont débuté un nouveau traitement pour des problèmes liés à l'usage d'alcool ou de drogue. Donc on a suivi les participants pendant 6 mois avec des mesures répétées après 45, 90 et 180 jours. L'échantillon comprenait différents types de services, donc les centres psychiatriques résidentiels, où on a eu 81 participants, les communautés thérapeutiques, où on a eu 80 participants, et les centres ambulatoires avec 28 participants. Donc les centres ambulatoires, c'était des centres de traitement non pharmacologiques et des traitements ambulatoires de substitution. On a utilisé l'outil ICOM, Standard Set for Addiction. ICOM, c'est un consortium international d'experts qui a développé un ensemble standardisé d'indicateurs pour le traitement des addictions. Comme j'ai dit avant, on a utilisé les PROM, on a mesuré les consommations d'alcool, de drogue, mais aussi le rétablissement et la qualité de vie. Et on a utilisé le PREMAT comme PREM pour mesurer l'expérience des traitements. Donc dans ce tableau, vous voyez les caractéristiques de base de l'échantillon résidentiel, donc de 161 personnes. Il est important de préciser qu'on s'est principalement concentré sur l'échantillon résidentiel, car nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver beaucoup de patients dans les services ambulatoires. Je reviendrai plus en détail sur ces difficultés plus tard. Donc du côté sociodémographique, la plupart des participants étaient des hommes, moyenne d'âge de 35 ans. La plupart des personnes avaient un niveau d'éducation secondaire. Et concernant le parcours des soins, 84% des participants avaient déjà reçu un traitement d'addiction, avec en moyenne 2 traitements ambulatoires et 2 traitements résidentiels au cours des 5 dernières années. Sur le plan des comorbidités psychiatriques, les niveaux étaient assez élevés, donc 43% des participants, on a observé une dépression sévère, et dans 41% des participants des symptômes d'anxiété sévère, et 29% des participants ont montré des signes de stress sévère. Le dépistage du stress post-traumatique a révélé que 79% des personnes avaient 3 ou plus des 5 symptômes du DSM, et 57% avaient 4 ou plus symptômes de DSM. Et par rapport au TDAH, on a trouvé que 56% des personnes montraient des signes de 4 symptômes ou plus. Donc ici vous voyez le taux de suivi. Donc après 45 jours,
La non-réponse était de 37%, après 90 jours 39% et après 180 jours 44%. Et les personnes qui ont effectivement répondu au questionnaire, 72% étaient encore en traitement dans le même centre, à peu près la moitié, 72% après 45 jours étaient encore en traitement dans le même centre, à peu près la moitié après 90 jours et 52,7% après 180 jours. Donc sur les 6 mois de suivi, on a pu observer une amélioration significative de la qualité de vie, comme on a mesuré avec le WOQOL bref, dans les domaines de perception de qualité de vie, santé physique, santé mentale et environnement. L'environnement évalue la qualité des conditions de vie, comme le logement, l'accès aux soins, les ressources financières, etc. On a pu observer aussi que les personnes rapportaient une santé physique plus faible chez les personnes âgées et une santé mentale plus basse chez les femmes et les personnes en communauté thérapeutique. Les relations sociales, on n'a pas vu d'augmentation et aussi on a observé des taux plus faibles chez les personnes en communauté thérapeutique. Pour le PROMIS, on a vu un peu la même chose, donc une amélioration de la santé physique en hausse constante et une amélioration de la santé mentale qui s'améliore surtout au début et puis se stabilise. Donc, par rapport au PREM, on a utilisé le PREMAT qui a donc mesuré les expériences de traitement. En moyenne, les participants évaluent leur expérience de façon positive, mais on a observé une différence entre les personnes qui sont toujours dans le même centre après 45 jours et les personnes qui sont plus dans le même centre après 45 jours. Donc, les personnes toujours dans le même centre rapportaient des expériences globalement bonnes. Et les personnes qui n'étaient plus dans le même centre rapportaient des expériences moyennes. Et on a aussi comparé les domaines que mesure le PREMAT. Et on a vu que les différences entre les deux groupes se concentraient sur l'environnement et les soutiens du traitement, l'autonomie et le pouvoir d'agir et l'accès aux ressources. Mais on n'a pas vu de différence entre les deux groupes dans le domaine de structure du programme. Et important aussi, on a vu que le PREMAT prédit le rétablissement et le domaine le plus prédictif est l'autonomie et le pouvoir d'agir. Donc, par rapport aux difficultés rencontrées lors du recrutement dans les traitements ambulatoires, d'abord, il y avait des longues listes d'attente, donc qui réduit le nombre de nouveaux épisodes de traitement et donc le nombre de personnes éligibles pour notre étude. Deuxièmement, le temps de contact avec chaque patient était limité, ce qui complique donc la présentation de l'étude et la collection des données. La diversité des programmes de traitement a aussi rendu l'organisation un peu plus complexe, avec des modes de fonctionnement très différents entre les services. Et nous avons également fait face à une perte de contact avec les services. Et aussi, on a pu observer que chez certains services, la recherche n'était pas une priorité. Et qu'on a eu difficulté à maintenir les liens avec certaines équipes. On a aussi fait des interviews qualitatives avec 21 personnes et les entretiens qualitatifs montrent que les participants retiennent principalement 4 apports essentiels du traitement.
donc se sentir connecté, estimé et respecté, comprendre et gérer l'utilisation des substances, trouver de la stabilité dans sa vie et reprendre un rôle actif dans leurs soins, souhaitant un accompagnement individualisé, continu et cohérent. Donc ici, on vous présente les principales recommandations issues de l'étude Homer. Donc d'abord, l'étude souligne l'importance d'une approche globale et centrée sur la personne, orientée vers le rétablissement et basée sur des données probantes. Elle insiste aussi sur la nécessité d'un continuum de soins et de suivi dans le temps, qui prennent en compte non seulement l'usage des substances, mais aussi d'autres dimensions comme le logement et les besoins individuels de rétablissement. Ensuite, l'étude souligne aussi l'importance du monitoring et l'évaluation des services reste limitée en Belgique, donc recommande l'utilisation d'indicateurs apportés par les patients comme les PROM et les PREM. Et on a aperçu que le PREMAT était un instrument utile et plus facilement intégrable pour collecter de manière régulière le ressenti des patients. C'était tout pour moi. Merci. La question qui est sous forme de 3 questions que j'ai essayé de formuler, mais ça concerne l'étude Homer. Et donc, si j'ai bien compris, il y a 3 points qui étaient relevés. La nécessité de prise en charge longue, quelque part, parce que les résultats sont peu probants après des épisodes aigus, et donc que c'est sur le long terme, quelque part, en prenant compte des rechutes, qu'on peut vérifier la stabilisation dans un temps long. Deuxième enseignement, la nécessité d'une prise en charge holistique. Et troisièmement, la question de l'importance du lien. Et donc ça me frappe très fort de voir, se dire, tiens, ça c'est des choses que les praticiens avaient élaborées eux-mêmes à partir de leurs interventions auprès des usagers de drogue. Du coup, question, quand on parle d'évaluation comme pratique permanente, est-ce que dans votre démarche, vous mesurez l'impact de ces questionnaires sur le fonctionnement des services, sur le lien entre les patients et les intervenants, d'introduire ces questionnaires-là, qu'est-ce que ça peut bien jouer dans la relation de soutien, d'accompagnement? Et enfin, est-ce que dans votre étude, vous tenez compte d'une dimension, je pense, importante de notre pratique, qui est celle d'un ajustement permanent de nos dispositifs via les réunions d'équipe, les journées institutionnelles, les journées de réflexion comme aujourd'hui. Et je me dis, tiens, s'il y a l'idée d'évaluer constamment, quelle place est laissée à cette démarche qui, je pense, fait partie de nos pratiques, d'une démarche d'évaluation constante. Est-ce que ça a été pensé ou pas dans votre étude? Oui, je vais essayer de répondre aux questions, mais oui. On a eu des discussions avec les participants, mais aussi avec les services. Par rapport aux participants, on leur a posé la question, est-ce que ça pourrait avoir une influence négative sur votre traitement si vous devez évaluer certaines parties de votre traitement dans les services, et les participants nous ont assuré que pour eux ça ne changerait pas leur façon de remplir les questionnaires par exemple, mais aussi de communiquer avec les services. Par rapport aux services, on a vu que c'était plus facile d'implémenter les questionnaires dans les services résidentiels, et surtout aussi dans les services où il y avait déjà une sorte de mesure avec le TDI ou certains autres questionnaires.
les services, pour la plupart, étaient plus fans des PREM que des PROM, parce qu'ils jugeaient que les PROM aussi, ils prenaient déjà en compte beaucoup d'aspects qu'on a mesurés dans les PROM. Mais pour eux, c'était aussi important qu'ils pouvaient adapter les questionnaires pour ne pas surcharger les participants, et aussi pour que ça reste utile cliniquement parlant. Ils voulaient avoir la liberté aussi de choisir les thèmes, parce que aussi le prémat, c'est une questionnaire très général, donc c'est pas vraiment adapté à tous les types de services. Et pour la troisième question, La troisième question, c'est est-ce que vous avez tenu compte du fait que dans nos pratiques, il y a quelque chose d'une évaluation constante des retours en équipe? On a des réunions d'équipe chaque semaine. Parce qu'il y a la question de l'évaluation des pratiques. Est-ce que ça rentre quelque part dans l'étude? Pour nous, on voyait, ces mesures plus comme, comment dire en français, complément par rapport aux mesures qui sont déjà en place. Et oui, c'était pas vraiment notre but d'ajouter beaucoup de questionnaires ou de remplacer les questionnaires, mais plus dans le but de est-ce que avoir un autre type d'information pourrait aider au traitement des personnes. Merci. Et moi, j'avais une petite question pour Shona par rapport à ces exercices de prospective qui se mettent en place de plus en plus au niveau européen ou dans les pays. C'est aussi comment et qui choisit les questions de base sur lesquelles va se faire l'exercice de prospective. Donc, quelles sont les hypothèses de base? Et moi, j'avais participé notamment, j'imagine que c'était le drug prep, où, si je me souviens bien, je ne suis pas allé revoir ce qu'on m'avait demandé à l'époque, mais c'était quand même d'entrée de jeu, quelles sont les menaces liées au phénomène des drogues. Donc ça marque très fort la façon dont tout va être construit et analysé, et les recommandations qui vont en ressortir en fait. Merci. Oui, je crois que c'est une très bonne question. Je dirais alors qui définit les questions de prospective? Pour nous, je dirais qu'il y a 3 grandes directions. C'est-à-dire, numéro 1, si on a un mandat du gouvernement pour faire un exercice de prospective. Mais deuxièmement, si on voit qu'il y a quelque chose dans les données où on voit que ça serait intéressant d'explorer un peu plus ce que ça pourrait donner au futur. Mais troisièmement, c'est ce qui est très important, je crois, c'est que les questions de prospective peuvent être définies par quelqu'un dans le terrain. Si on voit qu'il y a des signaux, quelque chose d'intéressant, des besoins. Donc, par exemple, il y a 2 ans, on a fait un exercice de prospective sur l'interdiction des drogues en Afghanistan pour voir quels effets ça pourrait avoir ici en Belgique. Et c'était en effet d'une demande de quelqu'un sur le terrain à Anvers. Donc, je dirais que c'est la chose importante sur laquelle je voulais insister, c'est que tout sur les diapos, c'était écrit le horizon scanning, c'est-à-dire l'identification de signaux et des tendances. Ça se fait non seulement par nos données. On n'a pas la page comme Eurotox avec le QR code. Si vous voyez des tendances, faites-nous savoir. Mais je crois que c'est un peu ça, c'est un très bon exercice. Ouais. Et je vais aussi mentionner, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais pour faire un bon exercice de prospective, ce qu'on essaye d'y arriver, nous on apprend aussi la méthodologie, mais normalement pour faire un vrai exercice de prospective, il faut comprendre toutes les causes de base qui enchaînent un phénomène, et non seulement genre les déterminants socio-économiques et les choses qu'on voit dans le phénomène des drogues, mais aussi les autres
les autres parties du système pour avoir une vision plus globale du système. Et donc là aussi, je vois le rôle des différents acteurs pour apporter ces différentes connaissances, je dirais. Merci. En tout cas, avec les différentes fédérations, je crois qu'on est très ouvert à pouvoir participer à vous aussi du choix de ces questions de prospective à faire dans le futur. Voilà, on va déjà terminer cette session. C'était une plus courte session. On voulait quand même vous donner aussi voilà, quelques petits instantanés de différentes évolutions en fait en cours actuellement sur les recueils de données. On y reviendra certainement dans les années à venir. Et je vais inviter Sylvie à introduire la suite de notre journée. Merci beaucoup à vous tous.